Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Comme je vous ai toujours dit, on essaye de réfléchir et d'aller au-delà du sensationnel. Et mon invité de ce soir vient de me rappeler tout à l'heure qu'il vient pour parler au nom des principes. Et c'est ce qui sera fait dans le cadre de cette émission, Madame, Messieurs, entre le congrès de l'UDPS et la problématique sur la nationalité des uns et des autres. L'actualité est loin d'être enveilleuse en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'a plus parlé. Ça fait un bon bout de temps. Il me fait l'honneur de faire son comeback dans les médias en passant par cette émission. Madame, Messieurs, retrouvez avec moi et saluez avec moi Serge Mayamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Élu UDPS en 2011. Affirmatif. Alors, ma première question, allez-vous participer au congrès de votre parti? Le congrès de l'UDPS est une organisation bien déterminée. Je voulais dire que l'UDPS dispose en son sein d'une organisation et que jusque-là, je n'ai reçu aucune invitation du parti, mais je salue ce qui se fait parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont invitées et je crois qui vont réfléchir profondément sur le devenir de ce parti à travers l'unique point à l'ordre du jour. Serge Mayamba, vous étiez, je ne sais pas si je dois dire vous étiez, ou vous êtes l'une des pièces assez importante dans la machine DPS. Comment on peut vous exclure d'un tel congrès qui du reste est extraordinaire quand même? Ça ne vous gêne pas? Non, je ne peux même pas me gêner. Vous n'êtes pas frustré? Non, ça cadre avec la logique même des choses. Vous savez que notre participation au cadre institutionnel, c'est-à-dire le fait pour les députés UDPS de siéger au Parlement, a suscité beaucoup de contradictions au sein du parti. Il y a des gens qui avaient estimé que par ce comportement, nous nous étions auto-exclus, parce qu'il s'agissait là, selon eux bien sûr, d'un acte de trahison. Il y a bien sûr d'autres personnes comme l'honorable Félix Tshisekedi qui avait estimé qu'à la limite on pouvait parler d'indiscipline mais pas de trahison. Mais à la fin il a fini par quitter le Parlement, chose que vous n'avez pas fait. Je vous en prie, terminons avec le premier aspect. Je crois que toutes ces questions ont fait que les députés élus UDPS n'ont pas pu avoir des relations saines avec leur parti. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de la logique normale des choses. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ne pas être invité au congrès ne peut pas être considéré comme une surprise. Être invité au congrès en tant qu'élu est à saluer et même à souhaiter. Mais pour le reste, je crois que c'est un parti qui fonctionne et qui dispose en son sein de personnes intelligentes et matures qui sauront faire une bonne lecture pour son avenir. On passe outre les élus de l'UDPS pour l'organisation du congrès, mais est-ce que ces élus-là, dont Serge Mayamba, doivent continuer de se revendiquer de l'UDPS? D'abord, il y a deux aspects qui doivent être considérés. Le premier aspect est celui lié à la loi. Les dispositions de l'article 110 de notre Constitution disent clairement qu'un député qui quitte délibérément son parti perd automatiquement son mandat. Donc un député qui prendra le risque de dire qu'il n'est plus en amour avec son parti, qui du reste ne l'a pas exclu, renoncera donc de ce fait à son mandat. Mais il y a aussi un côté sentimental, l'amour que l'on a pour un parti qui a fait de vous un député ne peut pas vous conduire dans une sorte de rébellion irréfléchie. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que nous avons intérêt à attendre jusqu'à la dernière minute pour que le parti se prononce pour ou contre nous définitivement. Et en ce moment-là que nous aurons même la liberté psychologique de prendre position. Vous ne voulez pas prendre de risque en disant que oui, on quitte l'UDPS parce qu'on sait que les élections approchent et concourir sans un label comme l'UDPS, c'est déjà perdu d'avance. Non, pas forcément. Tous les élus au Parlement ne sont pas des l'UDPS, mais seulement, je vous ai dit que le parti a avec la problématique de seuil, a flotté dans beaucoup de contradictions. Et vous savez, aujourd'hui, moi j'en parle en riant,
beaucoup de personnes qui nous avaient présentés comme des auto-exclus et même des traîtres ont posé des actes beaucoup plus graves qui ne nécessitent même pas, je vous en prie, de réflexion. Allusion? Ben, je fais allusion à tous ceux qui par après ont dit que la sanction d'auto-exclusion n'existait pas dans les textes qui régissent l'UDPS lorsqu'ils ont été frappés par cette même considération. Je parle de tous ceux qui nous avaient accusés d'aller au Parlement pour légitimer un pouvoir illégitime et qui ont fini par se faire inviter par ce président hier taxé d'illégitime. Donc c'est pour cette raison, moi j'ai intérêt à continuer à faire confiance au cadre du parti, à faire confiance au parti jusqu'à ce que le parti se prononce définitivement sur ma non-participation en son sein. Donc par respect à ce parti-là, par respect à mon combat, je ne peux pas aujourd'hui non seulement régner mes origines, mais dire que je n'appartiens pas à l'UDPS. Ce sera incompréhensible. Il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant, on a semblé parler de 2 voire 3 UDPS, Tchibala et Kabound et tout ça. Maintenant là, il y a le SINSA qui vient de faire une recommandation comme quoi on doit reconnaître l'UDPS tandem Kabound et Félix. Vous pensez qu'avec cette recommandation, les choses vont aller de mieux en mieux pour la réunification de ce parti? Non, il ne faut même pas voir en ça la réunification. Vous savez, la vie politique est surtout une question de choix. Il y a des gens qui ont tenté un putsch qui n'a pas réussi. Non, je ne cite le nom de personne, mais moi je vous dis, moi je suis élu UDPS Tshisekedi et aujourd'hui je dois demeurer dans cette logique. Si demain Serge Mayamba a besoin d'appartenir à une UDPS, il faut que Serge Mayamba ait le courage de dire qu'il est dans un schéma de dissidence, il est dans un schéma de création d'une nouvelle structure. Mais je ne peux pas, moi, me permettre de me retrouver avec des gens qui prétendent appartenir à l'UDPS Tshisekedi dont nous sommes élus, alors que la logique même nous permet de voir clairement comment est-ce que ce parti a eu un président et qu'à sa mort, il y avait une logique à suivre. À la logique était laquelle? Rappelez-nous, parce qu'il y a eu une les dispositions de l'article 26 des textes qui régissent l'UDPS sont clairs. En cas d'empêchement ou de mort du président, c'est le secrétaire général, le président de la Convention démocratique, ainsi que le président de la commission électorale du parti, qui assume, dans le cadre de ces triumvirats, la responsabilité de gestion à la tête du parti. Donc, faute pour l'UDPS de disposer d'un président de la Convention démocratique, parce que la Convention démocratique est composée notamment des élus, ce qui n'existe pas parce que nous, élus, nous ne sommes pas en agrément avec notre parti. Donc il y a déjà un problème. Je vous en prie, non, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire, il y a une transition qu'il faut gérer en dehors de cela. Mais en toute logique, lorsque nous allons même en dehors des aspects liés à ce droit-là interne propre à l'UDPS, il y a lieu de considérer le combat de l'homme pour se souvenir de cette UDPS conduite par Étienne Tshisekedi et, comme je dirais, qui a fait de nous ce que nous sommes et chercher à se retrouver avec ceux qui disent qu'ils appartiennent ou ils ont la direction de l'UDPS, il faut leur poser la question de savoir quelle responsabilité exerçaient-ils pour pouvoir venir à la tête de l'UDPS. C'est simple, madame. Un conseiller d'un président d'un parti ne peut pas se considérer comme un administratif. Parce que dans l'ordre administratif, vous avez le président, vous avez son secrétaire général, vous avez les secrétaires nationaux ou secrétaires du parti. Mais comment un conseiller peut estimer que c'est lui qui doit être le remplaçant du président du parti alors qu'il ne figure pas dans l'ordre administratif? Donc on peut dire que le SINSA a voulu mettre fin à une sorte d'usurpation de l'autorité au sein de l'UDPS. Le SINSA n'a fait que respecter l'ordre normal des choses. Comme je dis, la vie politique est une question de choix. Il faut que ceux qui veulent avoir pour identité UDPS aient le courage de montrer à la face du monde qu'ils ont créé des nouvelles structures. Alors on s'achemine, parlons de cette UDPS dirigée par maintenant Kabound qui se prépare, qui est en plein congrès. On s'achemine vers l'élection de Félix Tshisekedi. Vous pensez que le fils va incarner l'idéologie du père? Il n'y a pas que le fils. Il y a ceux qui sont attachés aux valeurs pour lesquelles l'UDPS s'est battue, qui doivent continuer à travailler.
pour que cette logique demeure. Félix Tshisekedi est, comme qui dirait, un choix naturel des choses. D'abord, du fait qu'il s'est engagé à un moment de sa vie dans la lutte au sein du parti. Et il faut noter également un côté que beaucoup de gens semblent ne pas considérer tout simplement par mauvaise foi. Il y a le côté sentimental et naturel des choses. Vous savez, en Afrique, par exemple, moi, dans ma culture, lorsque votre père arrive à mourir, les sœurs de votre père vous considèrent comme lui. Ainsi, dans ma culture, par exemple, lorsque votre père arrive à mourir, ses sœurs commencent à vous appeler oncle. Et même ses neveux commencent à vous appeler oncle. Ils considèrent que vous êtes la continuité, sinon la continuation de celui-là. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qu'on se le dise, bénéficie de cet avantage sentimental qui consiste pour les uns et les autres à vivre Tshisekedi à travers lui. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le charisme de Tshisekedi, est-ce qu'il en a? Je vous en prie, le charisme, on le vit et on le subit. Vous parlez du charisme de Tshisekedi parce que vous l'avez vu à l'œuvre. Mettez Félix Tshisekedi à l'épreuve. C'est en ces moments-là la seule fois qu'on a essayé de le mettre à l'œuvre, il nous faisait des tweets genre je suis de cœur avec vous, alors qu'on voyait son père souvent sur le terrain. C'est ça aussi la difficulté qu'on a avec que certains ont avec Félix, qui a tendance à ne pas être trop sur le terrain et non, ce n'est tout simplement, c'est tout simplement de la diabolisation. Deux façons de faire différentes. C'est tout simplement de la diabolisation, madame. Non. Moi, quand il y a marche et que tu tweets en disant oui, je suis de cœur avec vous, et que certains se font tuer. Je vous en prie, je vous en prie. Je crois que moi, je fais partie des structures d'action de l'UDPS. Je peux vous poser la question de savoir, vous m'avez vu dans des manifestations avec Tshisekedi Papa combien de fois? Mais il était justement avec nous. Il était avec nous. C'était lui, notre repère. Vous n'avez pas besoin d'avoir Félix Tshisekedi dans une marche pour que la marche ait lieu. Ça, c'est des allégations qui viennent de personnes de mauvaise foi. Je ne voudrais pas vraiment me présenter comme le défenseur acharné de Félix Tshisekedi. Comme je vous ai dit avant même l'émission, moi je préfère parler des principes et des aspects normaux. N'allons pas dans des sentiments de ceux qui n'ont pour travail que diaboliser les autres. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous êtes un fan de la musique de Michael Jackson, que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais pris part au concert de Michael. Mais de la République démocratique du Congo, où vous dites, oh, moi je mourrai pour Michael. Que quelqu'un dise qu'il est de cœur avec vous, signifie qu'il partage ce que vous êtes en train de faire. Et pour partager ce que l'on fait avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'être ensemble. Moi aujourd'hui, je défends l'UDPS qui ne me reconnaît pas comme député. Je salue la tenue du congrès auquel je ne suis même pas invité. Vous espérez quand même qu'on va vous retenir parce non, il n'y a pas à espérer. À un moment de la vie, il faut savoir lire les choses avec honnêteté, avec impartialité, avec rationalité. Le problème, c'est que nous aimons souvent tomber dans des considérations personnelles. Lorsque vous n'êtes pas invité au congrès, vous dites « Ah non, non, je ne suis pas invité. Je considère qu'il est normal que je ne sois pas invité. Et demain, si l'UDPS se prononce contre moi, je vais assumer mon choix. » C'est ça être un homme politique. Ce n'est pas plonger dans des considérations personnelles parce qu'il ne s'agit pas de moi, tout est mauvais, parce qu'il ne s'agit pas de moi, rien n'est fait. Non, moi je n'appartiens pas à cette race. On va très bientôt terminer avec cette thématique axée sur l'UDPS, mais revenons un peu sur Félix qui va bientôt prendre les rênes de ce grand parti. Est-ce qu'il faille conclure des alliances avec d'autres pour gagner enfin les élections et pour qu'enfin l'UDPS puisse mettre en action, matérialiser son programme, son projet de société? L'UDPS a besoin des alliances? Si vous allez du côté des sportifs, on vous dira que dans une compétition, on ne gagne jamais seul. On a besoin d'un coach, on a besoin d'un soigneur, on a besoin d'un masseur, on a besoin d'un kinésithérapeute. On a besoin de faire des alliances avec les gens et dans une équipe de football, on a besoin de partenaires. Donc, il faut noter qu'il est important que des alliances soient faites parce que la victoire électorale, les alliances avec le MLC, avec l'UNC, des alliances un peu contre nature. Je ne voudrais pas. Les alliances sur terre ont toujours été contre nature. Il n'existe aucune alliance parfaite. Quelqu'un de droite qui s'associe avec quelqu'un de gauche, c'est normal. Je vous en prie.
L'homme a besoin d'une femme qui prépare pour lui. La femme a besoin d'un homme qui l'entretient. Donc vous êtes homme, retenez que vous devez travailler pour votre femme, si vous voulez vraiment dire que vous l'aimez. Or, travailler pour quelqu'un, c'est être son esclave. Doit-on parler d'amour dans cette hypothèse? Mais on parle d'amour. Parce que quelqu'un accepte de se mettre au service de l'autre. Alors, en politique, par exemple, ce qu'il faut privilégier, ce sont les intérêts du pays. Si, au nom du leadership de l'opposition à développer dans plusieurs coins de la République, il faut que l'UDPS se retrouve en alliance avec tel ou tel parti, ça ne peut qu'être salué. Parce qu'au fait, la victoire électorale, le développement d'un grand leadership vient de la sommation des petits leaderships, sinon des leaderships sectaires ou même sectaristes. Je donne un exemple simple. Lorsque nous entrons dans l'aspect sociologique de la vie politique, vous êtes un grand leader, ressortissant du Congo central. Vous avez besoin de quelqu'un de l'Odja, vous avez quelqu'un de la Lomami, vous avez besoin de quelqu'un de l'Ituri pour vous faire connaître. Mais que vous pouvez trouver dans votre parti, parce que votre parti, entre guillemets, a une assise nationale. Donc on suppose que vous ne devez pas aller piocher ailleurs. Je vous en prie, le parti peut avoir de l'assise nationale, mais avoir de l'assise ne signifie pas avoir de l'influence. Ce qui importe... Mais pour un parti comme l'UDPS... oui, mais je suis en train de vous le dire. Je suis en train de le dire, vous savez... Ou avec la mort du vieux, l'UDPS a perdu tout... Le président Tshisekedi est l'homme qui avait compris tout cela. Voilà pourquoi Tshisekedi pouvait facilement puiser chez les jeunes. Quelqu'un comme Serge Mayamba, qui ne représentait rien aux yeux d'une certaine classe politique. Mais Etienne Tshisekedi savait que pour avoir de l'influence dans tel milieu, il fallait avoir Mayamba, il fallait avoir Chabani. Parce que nous, à cette époque, nous étions l'incarnation du combat d'une génération. Il fallait avoir un Moleka pour bénéficier de l'assentiment des gens de l'Équateur. Parce que la question politique, la question électorale est aussi une question sociologique. En Afrique, surtout dans nos pays, oui. En Afrique, pas seulement dans notre pays. En Afrique, on ne choisit pas seulement sur base des valeurs démocratiques. D'ailleurs, la démocratie, qu'est-ce qu'on en sait dans nos villages? Mais dans nos villages, on a besoin de Élisée Odia pour que la tante d'Élisée Odia vote pour Serge Mayamba. Et c'est ce genre de lien dont on a besoin en politique. Cependant, il faut qu'à un certain moment, les alliances soient également sincères. Moi, j'estime que l'opposition, pour bien avancer avec ces alliances, doit engager un débat pour lui permettre de résoudre les difficultés qu'elle a connues dans le passé. On sait qu'avec le jeu en 2011, ça n'a pas réussi. On pensait avoir un candidat unique. Et puis après, il y a eu ce que d'aucuns qualifient de volte-face de Caméré, le même Caméré qui revient à la charge. Ça pousse à réfléchir certains qui, justement, décrivent le manque de sincérité dans le chef de certains leaders de l'opposition. Justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un débat. Un débat devant permettre de résoudre toutes ces difficultés. Que certains responsables politiques comprennent qu'ils sont leaders dans un coin, mais ils n'ont pas une dimension nationale. Parce que ce qui avait dérangé en 2011, c'est qu'il y a des gens qui ont cru que leur popularité dans un village, dans une tribu ou dans une province pouvait faire d'eux des présidents de la République. Alors qu'il y avait une personnalité qui avait de l'envergure nationale et internationale, comme Tshisekedi, dont le leadership était incontestable. Vous voyez? Donc c'est ce genre de problème qu'il faut résoudre. Si vous avez par exemple un parti comme l'UDPS dont la force d'implantation n'est pas contestable, mais pourquoi pas que d'autres leaders se joignent à l'UDPS au lieu de demander à l'UDPS de venir vers eux? Non, ça peut être une bonne option. J'espère que le nouveau président de l'UDPS va vous suivre et qu'il va essayer de mettre ça en pratique. Parlons de la nationalité, cette boîte à Pandore que d'aucuns vient d'ouvrir avec la nationalité de Moïse Katumbi qui serait italien. Pendant 17 ans, quelle analyse faites-vous de cette affaire qui a tendance à prendre le dessus sur le fondamental, d'ailleurs? Merci beaucoup. Heureusement que vous parlez du fondamental. Et le fondamental, c'est la loi. Le fondamental, c'est le principe. Mais je suis content d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la question de la nationalité telle qu'elle est soulevée à travers le cas Katumbi pose un vrai problème de la nature de l'homme congolais. L'homme congolais est-il vrai dans tout ce qu'il fait?
L'homme congolais est-il vrai dans ses engagements? Le politique congolais, vous voulez dire? Je parle de l'homme congolais, pas du politique, parce qu'il n'y a pas que l'homme politique qui est concerné par la question de la nationalité. Moi qui vous parle, ben, j'ai des frères qui ont peut-être d'autres nationalités, mais qui sont mes frères. Comment l'ont-ils acquis? Alors, je dirais, quant à ce point, qu'il faut chercher à l'examiner au-delà des sentiments personnels. Considérer qu'il y a un vrai problème de société qui se pose et qui nécessite de notre part une gymnastique pour pouvoir être capable de concilier l'impératif de l'application de la loi à la paix sociale. Parce que d'ailleurs, on peut être juriste, avocat, magistrat, je ne sais quoi, il y a quelque chose qui nous est toujours recommandé, c'est que au-delà des connaissances techniques et intellectuelles, nous devons avoir le sens du social. Le sens du social, c'est à un certain moment de chercher à savoir est-ce que l'application de la loi concourt à la paix sociale. Parce que c'est ce qui est visé par le droit, c'est ce qui est visé par... On parle de principe, quand justement, sur le plan de principe, puisque nous en parlons. Je suis de ceux qui pensent que le Congolais, l'homme congolais vient d'être rattrapé parce que l'homme congolais n'a pas été vrai. Je parle du vrai, c'est-à-dire l'homme congolais n'a toujours pas été ce qu'il présente aux autres. L'image que nous présentons n'est pas notre véritable image. Pourquoi je le dis? Si nous devons considérer les choses à deux niveaux. Un, le premier niveau, c'est celui de l'application de la loi. Deuxième niveau, c'est celui de la réalité sur terrain. Nous allons commencer par dire que les dispositions de l'article 10 de la Constitution disent que la nationalité congolaise est une et exclusive et qu'elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Deuxième niveau, qu'est-ce qui fait ou qui a fait que, malgré la connaissance de la loi, malgré les multiples demandes des uns et des autres sur le respect de la Constitution et des autres lois de la République, les Congolais se retrouvent dans une situation telle que même les grands chantres du respect de la Constitution tombent finalement sous le coup de la loi. On se rend compte, voilà pourquoi le procureur demande c'est pour cette raison, faux usage de faux, parce qu'il y a des gens qui ont triché, les légalistes. C'est pour cette raison, j'ai dit que l'homme congolais est rattrapé. Nous ne sommes pas vrais. Est-ce que vous, au niveau du Parlement, parce que vous êtes député, est-ce que vous avez fait votre travail? Parce que tout part également à partir de ce fameux moratoire de José Makila avec Caméré. Non, mais le moratoire est tout naturellement dépassé parce que le moratoire avait accordé un délai aux uns et des autres d'opter. Mais est-ce qu'il y a eu suivi, vous, par exemple, au Parlement? Pourquoi ne pas être revenu pour essayer de débattre de la question? Pour revenir, il faut prendre l'initiative. Moi, je suis de ceux qui pensent que... Vous avez eu 5 ans, Serge Mayamba, 6 ans pour prendre l'initiative. Vous ne l'avez pas fait. Non. Maintenant, on se retrouve dans des cas de figure où il y a des gens qui ont eu à tricher, à détenir. Il ne faut même pas considérer la chose comme telle. Pareille démarche ne pouvait pas bien marcher. Parce que ceux qui devaient vous accompagner dans ce travail sont concernés. Vous savez, aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons plutôt avoir le courage d'examiner froidement cette question. Et ce sont eux qui se retrouvent pris dans le piège aujourd'hui. Justement, je vous en prie. Vous savez, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a fait qu'hier, la gouvernance de la Deuxième République puisse consacrer l'exclusivité de la nationalité 1. La Deuxième République a voulu contenir tout le monde, c'est-à-dire, sachant très bien que lorsque une personne est détenteur d'une autre nationalité, en cas de conflit, il est tout à fait normal que son autre nation puisse intervenir en sa faveur. Alors, pour avoir tous les Congolais entre ses mains, le régime de Mobutu avait estimé que les Congolais ne pouvaient qu'être Congolais. Comme ça, même si vous avez des problèmes, aucun autre pays ne peut intervenir. Et il s'est fait en même temps que des Congolais sortis du pays se sont retrouvés face à certains avantages. On vous dit, ben, si vous avez la nationalité belge, vous avez accès à tel privilège, vous avez accès à tel privilège. Donc, c'est en ce moment qu'est intervenu le côté économique de la nationalité, le bénéfice des intérêts économiques et matériels. Ce qui a donné à beaucoup de gens la possibilité même de terminer des études. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut chercher à savoir, c'est
comment résoudre ce problème. Et évidemment, respectons la loi. Si vous avez une double prie, nationalité, parce que là, il ne faudrait pas qu'on change la Constitution, il ne faudrait pas qu'on change l'article 10 pour l'instant. Ben moi, je vous ai dit qu'il faut réfléchir en termes d'hypothèse. Parce que même celui qui est appelé à appliquer la loi est concerné. C'est ça la difficulté. C'est à cette problématique que nous devons répondre. À qui faites-vous allusion? Aux juges, aux cours et tribunaux, à la CENI? Les détenteurs d'autres nationalités se retrouvent partout. Voilà pourquoi je suis en train de développer une théorie qui consiste à dire tous en prison. C'est-à-dire double nationalité, tous ceux qui ont une double nationalité. Tous en prison parce que vous avez violé intentionnellement la loi. Et c'est là où on attend quand même également la CENI par rapport au traitement de dossiers. Mais il faut chercher à savoir, est-ce que tous doivent aller en prison? La République appartiendra finalement à qui? À ceux qui ont la seule nationalité. Il y en a beaucoup. Hein. Non, sont parce pas que c'est que nous oublions, et que même nous, qui avons accepté de collaborer avec ces détenteurs de plus d'une nationalité, sommes fautifs. À part le peuple, qui lui même a été le journaliste dupé. Que vous êtes. Non, le peuple a été dupé, il a été roulé par les politiques. Non, le peuple n'a pas été dupé. Vous êtes intellectuel comme moi. Quand vous lisez le Moniteur belge et que vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui est détenteur d'une nationalité que vous ne dénoncez pas. Donc, puisque tous doivent aller en prison, ce qui n'est pas possible, donc on doit tous les accepter, ceux qui ont la double nationalité. C'est la seule hypothèse qui nous reste. Moi, j'ai toujours milité pour l'ouverture de la nationalité. J'ai toujours milité pour la souplesse. Parce qu'au fait, comme on dit, nous devons à un certain moment chercher à socialiser la question. Chercher à savoir pourquoi les gens ont acquis d'autres nationalités. Vous auriez pu le faire, je ne cesserai jamais de vous auriez pu le faire, vous avez eu tellement de temps. Je vous en prie, madame, lorsque je parle de la nationalité, je l'aborde toujours comme je suis en train de le faire. Il n'y a pas eu d'initiative au niveau de l'Assemblée. Je vous dis que le Congolais est rattrapé, le Congolais n'est pas vrai. Parce que ceux qui parlent de la nationalité de Katumbi aujourd'hui l'ont su hier. Mais puisque Katumbi était avec eux, ils n'ont pas été dupés. Ils ont été dupés eux aussi, ils n'avaient pas les bons documents de Katumbi. Je vous en prie, dupés hier. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, de leur côté, il y a aussi des gens qui sont détenteurs d'autres nationalités. Vont-ils les poursuivre? C'est ça ma crainte. Moi, je ne voudrais pas qu'on donne au procureur général de la République une tâche difficile. Voilà pourquoi je demande à ce que nous puissions bien réfléchir pour concilier l'impératif de l'application de la loi avec la paix sociale. Puisqu'on est en face, d'un juriste, d'un homme de droit, c'est possible de réactiver le moratoire? Moi, je pense plutôt qu'il faut procéder à la révision de la Constitution. On va aux élections, on peut le faire après. Ne parlez pas de la révision de la Constitution. Mais s'il faut le faire appeler, alors nous devons tous nous taire sur la question. Donc c'est ça. Comme on ne peut pas réviser la Constitution maintenant, pourquoi? Tous sommes tenus de respecter cette Constitution, donc certains doivent être débarqués. Attention madame, à ce niveau, il y a également une confusion. Mais... Il existe dans les textes constitutionnels des dispositions souples et des dispositions rigides. Chez nous, les dispositions rigides sont à retrouver dans l'article 220 de la Constitution. Pour le reste, ces dispositions peuvent faire l'objet de révisions ad nutum. Donc l'Assemblée nationale peut faire ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à une initiative? Parce que l'Assemblée ne sera pas la première fois. Est-ce que l'Assemblée nationale est prête à s'assumer? Mais initier, mettez cette Assemblée à défi. On aimerait bien avoir une proposition de loi, quelque chose dans ce sens de la part de Serge Mayamba. Et puis on va en juger. Merci madame, puisque vous le dites. Je n'aurais pas eu à le dire si vous aviez fait votre travail, M. Mayamba. Non, vous avez aussi fait votre travail de journaliste. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je vous dis, nous devons réfléchir. Parce que la difficulté aujourd'hui est de défendre la loi pour être considéré comme soutenant le bloc kabiliste et de demander la souplesse pour être considéré comme protégeant les intérêts katumbistes. C'est ça la crainte, parce qu'on a mis quelqu'un au devant de la scène. Et cet étiquetage est très dangereux. Comme vous le dites, merci beaucoup, vous êtes journaliste, ce que vous dites fait partie de l'opinion majoritaire. Nous allons susciter le débat et nous verrons la réaction. Vous, en tant que politique, est-ce que, parce que là on parle déjà des camps katumbistes, kabilistes, au final on se retrouve avec un même camp. Ceux qui ont eu à parler il y a 10 ans, 20 ans de l'alternance ne se retrouvent pas dans ce débat.
qu'est-ce que ça vous paye? Il y a une certaine révolte de voir que ce sont les mêmes, en fait. Les amis d'hier qui, aujourd'hui, sont devenus, entre guillemets, des ennemis. Et pendant ce temps, ceux qui étaient au front ne se retrouvent pas. Dans ce débat. Ça fait partie du cycle normal des choses lorsque vous qui êtes au front, vous ne prenez pas toutes les dispositions pour demeurer ensemble et surtout pour devenir fort. C'est ce que nous avons vécu avec l'AFDEL. Il y a l'opposition qui a mené son combat jusqu'à affaiblir Mobutu. Et il a fallu que l'AFDEL intervienne pour pouvoir faire partir Mobutu. Et l'AFDEL a tout pris. L'AFDEL a fait du combat du peuple son combat. Voilà pourquoi on l'a même appelé Révolution AFDEL. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller justement, d'attirer l'attention de tous ceux qui sont très engagés dans le combat depuis des années pour lui dire, nous devons faire très attention. Comme l'a rappelé d'ailleurs le président du Sénat dernièrement, une vision sans réalisation n'est qu'illusion. Il ne faudrait pas que nous demeurions dans l'illusion. Nous devons travailler en nous mettant ensemble. Mettons-nous ensemble, organisons-nous pour que demain, les gens ne viennent pas nous voler la victoire. Parce que si demain il y aura victoire, ce sera véritablement la victoire de ceux qui se seraient battus. Mais malheureusement, la paternité de cette victoire risque d'aller ailleurs. Donc c'est l'occasion pour nous de nous ressaisir si jamais nous avions fauté. Et là, moi, j'attire l'attention de tout le monde. Est-ce que vous restez persuadé qu'on aura des élections, des bonnes élections d'ici la fin de cette année? Il ne peut même pas s'agir d'un souhait. Moi, je crois que nous devons travailler pour avoir de bonnes élections. Cette année, avec tout ce qui se passe, avec ce débat autour de la nationalité, non, mais parce que avec tout est fait. Ces affaires autour de la machine à voter, aux machines pour voter, avec toutes ces dissensions qu'il y a, un manque de confiance, vous pensez? Je vous dis, madame, je suis de ceux qui pensent que nous devons travailler pour qu'il y ait bonne élection. Parce que toutes les conditions commencent à se réunir pour que non seulement on n'ait pas élection, mais qu'il n'y ait même pas bonne élection. Qu'en est-il de ceux qui prêchent une transition sans Kabila pour avoir des meilleures élections? Au fait, je crois que ceux qui parlent de la transition sans Kabila ne sont pas allés trop loin dans leur logique. Au fait, dans un contexte institutionnel et constitutionnel, lorsque les textes prévoient une transition entre le président à partir et à venir, et que vous parlez de l'absence du président à partir, vous venez mettre un terme à l'ordre constitutionnel. Et ce cas n'est envisageable. N'existait plus. Je vous en prie. Demain, on n'a pas réussi à organiser des élections en 2016. Prie, on va y arriver, madame. Dans cette hypothèse, on est dans ce qu'on appelle un cadre insurrectionnel ou même exceptionnel. Et lorsqu'il s'agit d'un cadre insurrectionnel, ce sont les insurgés qui font la loi. Donc aujourd'hui, il faut savoir choisir son camp. Lorsque vous dites transition sans Kabila, en faisant recours à quels moyens? Mais lorsque vous estimez... Pour que Kabila accède en 2001 au pouvoir, il avait fait recours à quels moyens? Non, je vous en prie. Vous avez parlé de droit. Nous sommes en train de réfléchir en mettant les sentiments de côté. Si nous estimons que nous pouvons avoir demain une transition sans Kabila, donc la première hypothèse, il faut une insurrection. Pour que la loi à venir, qui sera appliquée sans Kabila, puisse être la loi des insurgés. Ce qui nous sortira tout naturellement du cadre démocratique. C'est une hypothèse à balayer. L'autre hypothèse, il faut se convenir, dans le cadre d'un accord politique, sur une transition sans Kabila. Et cela ne peut être que le fait des négociations. Parce que je sais que beaucoup de gens ont été inspirés par ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais ce qu'il faut noter, dans des pays comme le Burkina Faso, il y a eu un boom, une sorte de révolution. C'est que l'opposition n'a pas réussi à faire ici. On a vu les tentatives, les marches. Il fallait que l'Église intervienne un peu pour qu'on voit l'opposition. Non, madame, non, je crois que nous devons également sortir d'une confusion. Lorsque une organisation lance un appel à la marche, il ne s'agit pas d'une insurrection. Parce qu'une marche a des revendications claires. Lorsque les gens marchent, mais au final, exemple, certains pensaient qu'il y allait y avoir un déferlement. Ils y pensent parce qu'ils sont dans l'illusion. Une organisation comme le CLC, lorsqu'il lance une manifestation en disant
nous sortons pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son intégralité. Mais si vous sortez dans la rue avec des idées insurrectionnelles, vous êtes en porte-à-faux avec les organisateurs. Et c'est justement à ce niveau que beaucoup de gens arrivent à se décourager, à considérer qu'on a marché pour rien. Non, on ne marche pas pour rien. On marche pour obtenir quelque chose. Mais je peux vous avouer que c'est avec ces manifestations qu'aujourd'hui, une institution comme le CNSA peut se prononcer en faveur de l'UDPS Tshisekedi. Donc il y a un gain à tirer dans ce que l'on fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir des objectifs clairs et il faut chercher à participer dans une manifestation en sachant pourquoi on est là. Qu'il ne s'agisse pas de ce qu'on appelle en lingala le loyenge. Vous venez comme ça, sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi il y a même des gens qui ont tendance à dire « Oui, depuis qu'on a commencé à marcher, qu'est-ce qu'on a gagné ?» Mais on a gagné le fait pour Charles Mayamba de parler à la télévision de ces choses sans être inquiété, contrairement à la Deuxième République. On a gagné le fait que le peuple peut se lever pour exiger une chose et l'obtenir, comme c'est le cas aujourd'hui. Même s'il y a certains membres du mouvement citoyen qui continuent de croupir en prison, on est dit, on est vraiment... On n'a pas encore atteint l'objectif. Hein. Là, il s'agit justement des violations des droits des citoyens. Et pour que cela n'arrive pas, le combat doit continuer. Doit continuer. Très rapidement, on va terminer. Je ne sais même pas si on vous suit, la population suit ce que vous faites au Parlement, ce que fait le Parlement en général. Hein, parce qu'on se dit, ben, voilà, ce Parlement... C'est vraiment une caisse de résonance. Il n'y a rien qui est fait pour le peuple. Voilà pourquoi maintenant certains se réfugient dans le CLC. Vous faites quoi? D'abord, si la population ne suivait pas, elle ne critiquerait pas. La population ne critique pas ce qu'elle suit. Ensuite, nous devons fournir tous un effort pour savoir comment fonctionne la démocratie. On est là pour produire les lois, on sait, hein, on connaît. Prie, madame. Production législative. Ça, c'est le fonctionnement classique. C'est le fonctionnement classique. On aimerait bien vous voir aller au-delà, sanctionner, taper du poing sur la table. Je vous en prie. Moi, je voudrais arriver à ce niveau. Moi, je suis député de l'opposition. Si je dois demeurer dans la logique classique de la démocratie, je ne peux pas aller dans un parlement avec le rêve de faire tomber les gens. Une opposition ne va pas dans un parlement pour obtenir ce genre de changement. L'opposition est dans un parlement démocratique pour servir de relais entre les institutions et la population. Apporter à la population les informations sur le fonctionnement des institutions en vue de l'alternance. Et la majorité au pouvoir fait ce travail qui consiste à bloquer les initiatives de l'opposition pour conserver le pouvoir. Et je voudrais dire d'ailleurs à ceux qui nous suivent que si un député de l'opposition prend une initiative qui fait partir un acteur gestionnaire de la majorité, cela n'arrive que dans les cadres d'un compromis politique. De monnayage, vous faites des concessions. On a voulu lâcher non, pas monnayage, non, je parle des compromis politiques. Bon. Parce que une majorité qui accepte de faire partir son gestionnaire du fait d'une action d'un opposant fait un aveu d'impuissance. Ouais, elle les avait pas bien servi. On sait comment ça se passe hein, quand le gestionnaire ne sert pas trop. Il y a des motions, vous déclenchez. Non, là vous parlez, vous abordez d'autres actions, d'autres réalités. Ce sont des accusations que vous faites contre les gens par rapport à certains comportements que nous décrions. Moi, je vous ai dit, moi, je parle des principes. Il faut que la population arrive d'abord à comprendre comment les choses fonctionnent pour que cette population ne puisse pas être déçue. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais depuis que vous êtes là, vous ne faites rien. Oui, moi, j'ai initié des questions orales avec débat. Ça ne peut que se limiter à ce niveau. Parce que chercher à aller au-delà de ça, c'est perdre du temps. Parce qu'une majorité avec laquelle je ne suis pas dans une sorte de compromis politique ne peut pas accepter à ce que je fasse partir son ministre, moi, de l'opposition. Ce sera jouer le jeu de l'opposition. Souvenez-vous, à l'époque de la conférence nationale souveraine, pour que l'actuel cardinal Monsengo parte de son poste de président de la conférence, il a fallu qu'il y ait une entente entre le bloc moboutiste et l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. Parce que l'opposition seule ne pouvait pas faire partir Monsengo et vice-versa. Donc, dans le jeu démocratique, ce que la population doit chercher à savoir, c'est être aussi en contact avec ses députés, et nous aussi députés nous devons le faire, pour lui apporter des bonnes informations devant l'amener à mieux choisir demain. C'est ça donc le combat pour l'alternance. Merci beaucoup Serge Mayamba d'avoir été de notre ce soir. Vous êtes toujours cet enfant terrible d'il y a 10 ans
vous commencez à mettre de l'eau dans votre vin, vous devenez beaucoup plus conciliant. Non, moi je dis toujours que... C'est la maturité. Non, il n'y a pas à parler en termes de maturité, ni mettre de l'eau dans le vin, mais je dis toujours, moi, depuis que vous m'avez connu, moi j'aime toujours respecter l'autre, mais je sais m'exprimer quand il le faut. Je sais dire non en respectant mon interlocuteur. Avec cette façon de faire, ou avec cette façon d'être, êtes-vous sûr d'être réélu? Je ne suis pas Dieu, il n'y a que Dieu qui scrute le rein et le Mais cœur. au regard ben, vous arrivez quand même à être sur le terrain. Non, par rapport à ce qui se dit, vous savez même lorsqu'on est candidat, on ne se fait pas des éloges. On travaille pour obtenir l'assentiment des gens. On ne dit pas aux gens, vous allez me lire. Non, ça c'est une très mauvaise approche. Je ne crois que quand vous me receviez sur ce plateau en 2011, je disais je serai candidat et puis c'est le peuple qui a tranché. La vie politique est une compétition. On s'engage dans une compétition pour gagner. Mais il ne faut pas commencer à dire non, c'est moi qui... Tout en travaillant pour être en finale. Mais vous ne commencez pas par dire aux gens si je serai en finale. Sinon, vos athlètes plongent dans les rêves et ne fournissent plus d'efforts. Moi, je préfère continuer à fournir de plus en plus d'efforts, continuer à recevoir les critiques. Là, par exemple, j'ai repris à parler sur le plateau de télévision parce que les gens me l'ont demandé. Moi, j'ai même rencontré des personnes qui m'ont dit « mais vous ne parlez plus, on vous accuse de devenir kabbyliste, c'est pourquoi vous ne parlez plus ?» Moi, j'ai dit la bouche pleine, en fait, certains disaient ça. Voilà, oui, c'est tout à fait normal. La bouche pleine, on n'arrive plus à parler, en tout cas. Non, mais vous savez, c'est pour des raisons que je ne sais pas évoquer sur ce plateau que je m'étais tué à un moment. Mais je voudrais aussi dire, c'est parce qu'il fallait laisser le temps au temps. On nous a présentés comme des traîtres et ce n'était pas facile. Les gens ont fait confiance aux opposants qui étaient nés. Je remercie Dieu aujourd'hui parce que, comme l'a dit le président Tshisekedi, c'est la balle des chauves. Les cheveux ont poussé sur la tête de beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous, les fils naturels de l'opposition, sommes revenus. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à nous appeler pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de votre émission et certainement avec un autre invité. Prenez soin de vous et à très bientôt.